Je suis Marcus, j'ai 31 ans, et ma propre sœur m'a poursuivi en justice pour 120 000 $ parce qu'elle ne pouvait pas garder ses secrets ni ses jambes fermées. Avant de vous raconter comment je suis sorti de cette salle d'audience pendant que toute sa vie s'effondrait en poussière derrière moi, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé un mardi. Les mardis étaient généralement mes jours les plus chargés. J'étais assis dans mon appartement, celui que ma famille ne savait pas que je possédais. Pour eux, je louais probablement une chambre de la taille d'un placard dans un sous-sol quelque part, survivant avec des nouilles instantanées et de l'espoir. La réalité était un peu différente. J'étais assis dans un fauteuil Herman Miller Aéron, regardant par des baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. Sur les 3 moniteurs incurvés autour de moi, des lignes de code cascadaient comme une chute d'eau numérique. Je ne jouais pas seulement à des jeux. Je finalisais l'architecture de sécurité pour un nouveau studio de jeux indépendants que j'avais cofondé il y a 3 ans. Nous venions de signer un partenariat qui a poussé notre valorisation dans la fourchette des 8 chiffres. Je n'étais pas seulement un codeur. J'étais le propriétaire fantôme. Mais ma famille, ils ne le savaient pas. Pour eux, si vous ne mettiez pas un costume et ne conduisiez pas jusqu'à un immeuble de bureau en verre à 8 heures du matin, vous ne travailliez pas. Mon téléphone a vibré contre le bureau en acajou. C'était une notification de la femme. Le groupe de discussion composé de mes parents, Robert et Linda, et de ma sœur cadette, Alicia. Je l'ignorais habituellement. Ce chat était principalement ma mère postant des photos de son jardin ou mon père se plaignant de politique. Mais aujourd'hui, l'aperçu du message a attiré mon attention. C'était d'Alicia. Joyeux anniversaire en retard à mon grand frère. N'oublie pas de sortir de ta grotte de temps en temps. J'ai froncé les sourcils. Mon anniversaire était il y a 2 semaines. Il l'avait oublié à l'époque, et apparemment c'est comme ça qu'il s'en souvenait maintenant. J'ai déverrouillé le téléphone et ouvert le chat. Sous son texte se trouvait un mème. C'était un dessin grossier et caricatural d'un homme obèse morbide assis dans une pièce sombre entourée de boîtes de pizza vides et de canettes de soda, portant un casque, criant à un écran d'ordinateur. La légende du mème disait, le gamer au chômage, maman, je peux t'emprunter 10 balles? J'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. Ce n'était pas le mème lui-même. J'ai vu pire sur Internet. C'était la méchanceté derrière. Alicia avait 29 ans. Elle était avocate d'affaires dans un cabinet de taille moyenne. Elle gagnait un bon salaire, conduisait une BMW en leasing et portait des costumes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Elle s'épanouissait dans cette dynamique. Elle était l'enfant chéri, l'histoire à succès, celle qui faisait tout bien. J'étais le faire-valoir, la déception, le gamer au chômage. J'ai attendu. J'ai vu les 3 points de quelqu'un qui tape apparaître. C'était ma mère. Ah. Oh, Alicia, arrête de le taquiner. Mais sérieusement, Marcus, as-tu regardé les offres d'emploi que je t'ai envoyées? Oncle Jerry dit que l'entrepôt embauche. Puis mon père a ajouté un emoji pouce levé. J'ai fixé l'écran. Le bourdonnement de mon rack de serveur dans le placard semblait devenir plus fort. J'ai regardé mon compte en banque sur le 2e moniteur. Le solde était un nombre que mon père mettrait 10 vies à atteindre. Je pourrais acheter l'entrepôt d'oncle Jerry. Je pourrais acheter le cabinet d'Alicia. Mais je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai jamais dit. Pourquoi? Parce que j'ai appris il y a longtemps que l'argent n'achète pas le respect des gens qui sont déterminés à mal vous comprendre. Si je leur disais que j'étais riche, ils ne me respecteraient pas. Ils demanderaient juste de l'argent. Ils diraient que j'ai eu de la chance. Ils diraient que ce n'était pas un vrai travail. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Je voulais taper, j'ai gagné plus ce matin avant le petit déjeuner que ce qu'Alicia gagne en un mois. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration. L'air conditionné de mon Pentouse remplissant mes poumons. J'ai réalisé que j'en avais fini. J'avais 31 ans. Je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin des piques passives-agressives déguisées en blagues. Je n'avais pas besoin d'être la chute de leur récit familial juste pour qu'Alicia se sente mieux dans son mariage misérable et son travail stressant. Je n'ai pas tapé de réplique. Je n'ai pas commencé de dispute. Je ne me suis pas défendu. J'ai tapé sur les 3 points en haut à droite des paramètres du groupe de discussion. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Idéalement, je les aurais tous bloqués,
mais j'ai décidé de commencer par une étape plus petite. Quitter la conversation. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? J'ai tapé oui. Le chat a disparu de mon fil. Le silence qui a suivi était magnifique. Je suis retourné au travail. J'avais un correctif de sécurité à déployer. Mais bien sûr, avec ma famille, le silence n'est jamais accepté. Le silence est perçu comme un défi. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis mon père a appelé. Messagerie vocale. Puis Alicia. J'ai finalement décroché pour Alicia, principalement parce que je voulais entendre quelle excuse elle utiliserait. Quel est ton problème, a-t-elle claqué dès que la connexion a été établie. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste de l'agression. Je travaille, Alicia. Que veux-tu, ai-je dit, la voix plate. Tu travailles, a-t-elle ricané. Bien sûr. Tu as quitté le groupe de discussion. Maman pleure. Elle pense t'avoir offensé. Tu es tellement dramatique, Marcus. C'était une blague. Ce n'était pas drôle, ai-je dit. Et je suis fatigué d'être la blague. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu n'as que du temps, a-t-elle crié, sa voix stridente. Tu restes assis à la maison toute la journée. C'est moi qui me démène au tribunal, qui traite avec les clients, qui paie une hypothèque. Tu n'as aucune idée de ce qu'est le vrai stress. Tu es juste gêné parce que je t'ai démasqué. Je ne suis pas gêné, Alicia. Je m'ennuie. Je m'ennuie de toi et je m'ennuie de cette dynamique. Dis à maman que je vais bien, mais je ne rejoindrai plus le chat. Tu es tellement égoïste, a-t-elle sifflé. Tu sais que David et moi allions t'inviter à dîner ce week-end. Peut-être essayer de t'aider avec ta situation. Mais oublie. Grandis, Marcus. Elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone et j'ai laissé échapper un petit rire sec. Ma situation. J'ai fait pivoter ma chaise et j'ai regardé la ville. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes violettes et dorées. J'ai pensé à Sarah, ma fiancée. Elle était la seule à connaître la vérité. Elle était pédiatre, brillante et gentille, et elle méprisait ma famille avec une passion qu'elle réservait habituellement aux anti-vaccins. Elle était partie à une conférence médicale à Chicago, mais je lui ai envoyé un texto rapide. J'ai quitté le groupe de discussion familiale. Alicia a appelé pour me traiter d'égoïste. Un mardi typique. Elle a répondu instantanément. Enfin. Fier de toi. Tu veux que je t'apporte une pizza deep dish ou une ordonnance restrictive quand je rentrerai? Pizza, ai-je tapé en retour. Définitivement pizza. Je pensais que c'était tout. Je pensais que j'avais simplement fixé une limite et que nous allions traverser quelques mois de silence de guerre froide avant que les vacances ne forcent une réconciliation générique. J'avais tort. Je n'avais aucune idée qu'en quittant ce chat, j'avais fait tomber le premier domino d'une réaction en chaîne qui allait détruire la carrière de ma sœur. Vous voyez, Alicia n'était pas seulement méchante. Elle était négligente et arrogante. Elle croyait que parce qu'elle avait un diplôme de droit, elle était la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Elle se croyait intouchable. Mais l'arrogance crée des angles morts. Et Alicia était sur le point de sauter d'une falaise dont elle ne connaissait même pas l'existence. Les vrais ennuis ont commencé 3 semaines plus tard. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis l'incident du même. Je profitais de la paix. Mon entreprise venait de lancer avec succès un test bêta pour notre nouveau RPG, et les retours des utilisateurs étaient phénoménaux. Je me sentais bien. Puis mon téléphone s'est allumé. Un texto direct d'Alicia. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une nouvelle de la famille. Alicia, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Je crois que quelqu'un a piraté mes fichiers. Quelque chose d'important pourrait fuiter. J'ai fixé le message. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Le gamer au chômage était soudainement le premier intervenant lorsque l'avocate de haut vol avait une crise technologique. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé mariner. 5 minutes plus tard. Alicia, Marcus, réponds-moi. C'est sérieux. Je ne peux pas aller voir le service informatique du cabinet. S'ils découvrent que j'ai été négligente, je pourrais perdre ma promotion au rang d'associé.
Tu connais les ordinateurs, tu dois m'aider. Tu connais les ordinateurs, pas tu es un brillant ingénieur ou je respecte tes compétences. Juste tu connais les ordinateurs comme si j'étais un adolescent qui savait comment réinitialiser un routeur. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, entrelaçant mes doigts derrière ma tête. Je me suis souvenu de la dernière fois que je l'avais aidé. Je me suis souvenu du dîner de remise des diplômes. Je me suis souvenu de la faveur que je lui avais rendue il y a 3 ans. Les fantômes du passé se sont levés, se tenant entre moi et ce message texte. Et cette fois, je n'allais pas être le paillasson. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement sauté pour sauver ma sœur, vous devez comprendre le dîner de remise des diplômes. C'était il y a 5 ans. Alicia venait d'obtenir son diplôme de droit. J'avais obtenu ma maîtrise en informatique et cybersécurité 2 ans auparavant, mais ma remise de diplôme avait été une affaire discrète. Mes parents avaient oublié de réserver une table dans un bon restaurant, alors nous avons fini par manger dans un restaurant de chaîne près du campus. Mon père s'est plaint du prix du hamburger. Mais pour Alicia, c'était un couronnement. Ils ont réservé une salle privée au Gilded Lily, le steakhouse le plus cher de la ville. Des lustres en cristal, des serveurs en smoking, la totale. Toute la famille élargie était là. Tante Maureen, cousine Brenda, tout le monde. J'étais assis au bout de la table près de la porte de la cuisine. Mon père s'est levé pour porter un toast, levant un verre de cabernet cher. À Alicia, a-t-il rayonné, le visage rouge de fierté et de vin. La première avocate de la famille. Celle qui a vraiment réussi quelque chose. Nous avons enfin un gagnant, les amis. La table a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi, forçant un sourire. Mais les mots m'ont blessé. Celle qui a vraiment réussi quelque chose. Comme si ma maîtrise, que j'avais payée moi-même en travaillant 2 emplois, était invisible. Ma mère a ajouté, en tapotant la main d'Alicia, elle sera associée avant ses 30 ans. Elle va honorer ce nom, contrairement à certaines personnes qui passent leur vie à regarder des écrans. Elle m'a lancé un regard pointu de l'autre bout de la table. Tante Maureen, habituellement la plus discrète, avait l'air mal à l'aise. Marcus réussit bien aussi, n'est-ce pas, Linda? N'a-t-il pas juste obtenu cette certification? Oh, les ordinateurs, a rejeté ma mère d'un geste de la main, son bracelet en diamant captant la lumière. C'est un hobby, vraiment, pas une profession comme le droit. Quand l'addition est arrivée, elle était astronomique. Mon père a fait tout un cinéma en cherchant son portefeuille, puis s'est arrêté. Il m'a regardé. Marcus, a-t-il dit assez fort pour que la table entende. Tu as économisé, non? Comme tu n'as ni femme, ni enfant, ni hypothèque, pourquoi n'offrirais-tu pas le dîner à ta sœur? C'est son grand jour. Je me suis figé. J'avais 26 ans à l'époque, je travaillais comme administrateur système junior, gagnant un salaire décent, mais pas riche. Cette addition s'élevait facilement à $2000. Papa, allez, a dit Alicia en souriant. Elle était déjà ivre de champagne. Ne sois pas radin. C'est la moindre des choses puisque tu ne m'as pas offert de cadeau de remise de diplôme. Je lui avais offert un cadeau. Je lui avais acheté une mallette en cuir haut de gamme d'une valeur de $400. Elle était sous la table. Mais la pression de la salle était lourde. Tout le monde me regardait. Le frère perdant à qui on demandait de rendre hommage à la sœur en or. J'ai payé l'addition. Je l'ai mise sur ma carte de crédit, la maximisant. Et vous savez quoi? Alicia n'a même pas dit merci. Elle a juste regardé le reçu et a dit, seulement 15% de pourboire? Pingre. C'était grave. Mais l'incident d'il y a 3 ans était pire. Alicia venait de commencer dans son cabinet actuel. Elle était une collaboratrice junior désespérée d'impressionner. Elle travaillait sur une énorme fusion-acquisition, et elle avait réussi à corrompre la base de données cryptée contenant tous les fichiers de diligence raisonnables la nuit avant la date limite. Elle m'a appelé à 2 heures du matin, sanglotant, hyperventilant. Marcus, s'il te plaît. Je vais me faire virer. Ma vie est finie. J'ai cliqué sur quelque chose que je n'aurais pas dû, et maintenant tout est verrouillé. J'ai conduit jusqu'à son appartement au milieu d'une tempête de pluie. Je me suis assis à sa table de cuisine avec mon ordinateur portable, établissant une connexion avec son ordinateur de travail. C'était une attaque par rançongiciel. Du travail d'amateur, mais mortel pour un cabinet d'avocats.
Elle avait cliqué sur un lien de phishing dans un email qui semblait provenir d'un associé. J'ai passé 6 heures à combattre le code. J'ai utilisé mes propres scripts personnalisés pour contourner le cryptage et récupérer les fichiers sans déclencher la demande de rançon. C'était un travail spécialisé de haut niveau. Un consultant aurait facturé à son cabinet 10 000 $ pour cette seule nuit. À 8 heures du matin, j'avais récupéré 98% des données. J'étais épuisé, les yeux brûlants. Alicia m'a arraché l'ordinateur portable des mains. C'est fait? Ouais, ai-je croassé. C'est fait. Tu dois informer ton équipe de sécurité informatique de l'email de phishing, cependant, pour qu'ils puissent combler la faille. Je ne peux pas leur dire, a-t-elle claqué. Ils sauront que j'ai cliqué. Je vais m'en occuper. Elle s'est précipitée dehors sans m'offrir de café, sans m'offrir d'argent pour l'essence. 2 semaines plus tard, lors d'un barbecue familial, je l'ai entendue se vanter auprès d'oncle Jerry. Ouais, le système a planté, disait-elle, une bière à la main. Désastre total. Mais j'ai tout réparé. Je suis resté debout toute la nuit et j'ai réécrit le code moi-même. Les associés étaient tellement impressionnés qu'ils m'ont donné une prime. Ma mâchoire est tombée. Alicia, suis-je intervenu. Tu as réécrit le code? Elle m'a fusillé du regard, ses yeux durs. C'est une façon de parler, Marcus. Mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours être si littéral? Tu es juste jaloux que j'ai eu une prime. Ma mère a ri. Notre Alicia, elle peut tout faire. Avocate et génie de l'informatique. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé alors que pour eux, je n'étais rien de plus qu'un utilitaire, un outil à utiliser en cas de besoin et à jeter quand c'était inopportun. Mes compétences étaient fausses jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, et alors elles étaient à eux pour en réclamer le crédit. Donc, assis dans mon bureau de Penthouse, regardant le message texte désespéré d'Alicia sur des fichiers piratés, je n'ai pas ressenti l'envie d'être le héros. J'ai ressenti la résolution froide et dure d'un homme d'affaires traitant avec un mauvais client. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse. Marcus, tu veux que je jette un œil? Alicia, oui. OMG, merci. Je savais que tu m'aiderais. Je vais t'envoyer les identifiants de connexion pour mon disque cloud. Je l'ai arrêté. Marcus, attends. Je dirige une entreprise maintenant, Alicia. Si tu veux de l'aide professionnelle, tu dois payer mon tarif professionnel. Mes honoraires de consultation sont de 300 $ de l'heure, minimum 4 heures payées d'avance, plus des frais d'urgence de 500 $ car c'est en dehors des heures de bureau. J'ai regardé la bulle de discussion apparaître, disparaître, puis réapparaître. Elle était furieuse. Alicia, tu plaisantes? Je suis ta sœur. Tu vas me faire payer? Marcus, tu as dit que je n'avais pas de vrai travail. Les vrais emplois facturent de l'argent. Représentes-tu les membres de ta famille au tribunal gratuitement? Alicia, c'est différent. C'est ma carrière. Toi, tu joues juste sur ton ordinateur. Arrête d'être un con et aide-moi. Ces fichiers sont sensibles. Sensible. Ce mot a déclenché mes instincts professionnels. Dans le monde juridique, sensible signifiait généralement le secret professionnel, mais la façon dont elle l'a écrit, l'hésitation semblait différente. Marcus, 1700 $ d'avance. Ou appelle le service informatique de ton cabinet. Ce sont tes choix. Alicia, tu es incroyable. Tu essaies de m'extorquer. Maman avait raison. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu veux me voir échouer? Marcus, je me fiche que tu échoues ou que tu réussisses, Alicia. Je ne travaille juste pas gratuitement pour les gens qui m'insultent. Bonne chance. J'ai posé le téléphone. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. Je savais qu'elle le ferait. La hiérarchie de la famille avait été perturbée. Le bouc émissaire refusait de servir l'enfant chéri. J'ai répondu cette fois, en le mettant sur haut-parleur pour pouvoir continuer à coder. Bonjour, mère. Marcus Anthony, sa voix était stridente. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ta sœur est en crise. Elle dit qu'elle pourrait perdre sa licence si ses fichiers sortent. Alors elle devrait engager un professionnel, ai-je dit calmement, en tapant une ligne de commande. Elle t'a demandé. Et je lui ai donné mon tarif. Un tarif? Elle avait l'air de parler une langue étrangère.
La famille ne facture pas la famille. Tu l'aides parce qu'elle est ta sœur. Elle a travaillé si dur pour cette carrière. Toi, tu restes assis à la maison toute la journée à faire je ne sais quoi. Tu as le temps. Pourquoi es-tu si cruel? Maman, tu te souviens du mème? Le gamer au chômage. Eh bien, le gamer au chômage est occupé à jouer sur son clavier en ce moment. Je ne peux pas être à la fois un perdant et son sauveur. Tu es mesquin, a craché ma mère. Tu es mesquin et jaloux. Tu sais, nous nous sommes toujours inquiétés pour toi. Nous craignons que tu ne t'intègres pas. Maintenant, je vois pourquoi. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. Je suppose que j'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Au revoir, maman. J'ai raccroché et bloqué son numéro pour la nuit. J'ai senti une montée d'adrénaline. C'était la première fois que je les avais complètement arrêtés. C'était dangereux, c'était libérateur. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment persistant dans mon ventre me disait que ce n'était pas fini. Alicia a dit que les fichiers étaient sensibles. Elle était paniquée. Si c'était juste des fichiers de travail, elle s'inquiéterait pour le cabinet, mais elle semblait s'inquiéter pour elle-même. J'étais un hacker éthique et un expert en sécurité. Ma curiosité était piquée. Je ne l'ai pas piraté. Ce serait illégal et je n'étais pas stupide. Mais j'ai mis en place quelques alertes passives sur les scanners du dark web que j'utilisais pour mon entreprise, en taguant son nom et celui de son cabinet juste pour voir si quelque chose apparaissait dans les fuites publiques. Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Puis la tempête a éclaté. C'était vendredi matin. Je buvais mon café, parcourant un agrégateur de nouvelles technologiques. Une de mes alertes a sonné, puis une autre, puis une douzaine. Ce n'était pas une fuite du dark web. C'était un blog à potins. Un site de rumeurs locales mais populaire de l'industrie juridique. Le titre disait « Une associée éminente de Davis et Associates prise dans un scandale client compromettant ». J'ai cliqué sur le lien. Mon cœur battait à tout rompre. Il y avait des photos, pas des photos nues, mais des photos intimes. Des selfies pris dans le miroir d'une chambre d'hôtel. Alicia portant un peignoir, embrassant un homme sur la joue. Un homme qui n'était certainement pas David, son mari. L'homme était plus âgé, cheveux argentés, montre chère. Je l'ai reconnu instantanément dans les pages économiques. C'était Graham Henderson, un magnate de l'immobilier, et l'un des plus gros clients du cabinet d'Alicia. Sous les photos se trouvaient des captures d'écran de messages textes. Alicia, il est tellement ennuyeux. J'ai hâte de m'éloigner de lui et d'être avec toi au Ritz ce soir. Henderson, apporte la robe rouge. Et ne t'inquiète pas pour les honoraires. Je m'occuperai des associés. Ce n'était pas un piratage de ses fichiers de travail. C'était une fuite de sa liaison personnelle. Et ça avait l'air mauvais. Cela impliquait qu'elle échangeait des relations sexuelles contre des mandats juridiques, ou du moins qu'elle mélangeait les deux d'une manière qui violait environ 50 codes de déontologie. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était David. J'ai fixé l'écran. David était un type bien. Il était comptable. Calme, gentil, et complètement dominé par Alicia. Il ne méritait pas ça. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Puis un texto d'Alicia est apparu. Alicia, qu'est-ce que tu as fait? J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alicia, je sais que c'est toi. Tu es le seul à qui j'ai parlé du piratage. Tu as volé les fichiers et tu les as fait fuiter parce que tu me détestes. Tu es mort, Marcus. Tu es mort. Je me suis assis, stupéfait. Elle n'était pas seulement en difficulté. Elle cherchait un bouc émissaire et elle venait de décider que j'étais le méchant de son histoire. L'accusation était insensée, mais dans la logique tordue de ma famille, elle avait un sens parfait. J'étais le type de l'informatique. J'étais le frère jaloux. Par conséquent, je devais être le hacker. Moins d'1 heure après la publication du blog, mon téléphone vibrait pratiquement sur le bureau. Alicia avait clairement mobilisé ses sbires. La cousine Brenda a envoyé un texto, « Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? Tu es malade. » Tante Maureen, étonnamment, a envoyé un point d'interrogation, « Marcus, est-ce que c'est vrai? » Je n'ai répondu à personne. J'ai pris des captures d'écran de tout. Règle numéro 1 de la cybersécurité, tout enregistré.
Règle numéro 1 pour survivre à un narcissique, tout documenté. J'ai appelé Sarah à Chicago. Tu as vu, ai-je demandé. Les photos. Sarah semblait essoufflée. Marcus, bon sang, elle trompe David avec Henderson. Ce type a genre 60 ans. Ouais. Et elle pense que c'est moi qui ai fait fuiter ça. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai refusé de l'aider à sécuriser son disque cloud il y a 3 jours. Maintenant, elle pense que j'ai utilisé cette opportunité pour la pirater. C'est fou, a dit Sarah. Tu n'as même pas touché à son ordinateur. La logique ne s'applique pas ici, Sarah. Ils ont besoin de quelqu'un à blâmer. Si c'est un hacker anonyme, Alicia est une victime de cybercriminalité. Mais si c'est son frère diabolique, elle est victime d'une vendetta familiale. C'est mieux pour la sympathie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attendre, ai-je dit. Et je vais appeler Monsieur Bramwell. Elias Bramwell était mon avocat d'affaires. Il s'occupait des contrats de mon studio de jeu. C'était un requin dans un costume 3 pièces qui coûtait $800 de l'heure et valait chaque centime. Bramwell, demanda Sarah. N'est-ce pas excessif? Elle m'a menacé, Sarah. Elle a dit, tu es mort. Connaissant Alicia, elle va essayer de me détruire pour se sauver. Je dois être prêt. J'avais raison. Ce soir-là, la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon moniteur. C'étaient mes parents et Alicia. Alicia avait l'air d'une épave. Ses yeux étaient bouffis. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et elle ne portait pas de maquillage. Ma mère avait l'air terrifiée. Mon père avait l'air de vouloir frapper quelqu'un. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais je savais qu'il resterait là à crier jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Et honnêtement, je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire. Je voulais que ce soit enregistré. J'ai vérifié que ma caméra de sécurité du couloir, qui enregistrait l'audio, était active. Puis j'ai ouvert la porte. Toi, a grogné mon père en me bousculant pour entrer dans le hall. Espèce de petit salaud ingrat et méchant. Bonjour à toi aussi, papa, ai-je dit en reculant. Ravi de te voir. S'il te plaît, entre dans ma maison que tu n'as jamais visitée auparavant. Ma mère a regardé autour d'elle, ses yeux s'écarquillant en voyant les sols en marbre et les œuvres d'art. Marcus, cet endroit? Comment tu te paies ça? La drogue, ai-je dit sarcastiquement. Et voler l'argent d'Alicia, apparemment. N'est-ce pas le récit? Alicia s'est avancée. Elle tremblait. Tu trouves ça drôle? Je suis suspendu, Marcus. Le barreau a ouvert une enquête. David a quitté la maison. Il a emmené les enfants chez sa mère. Je suis désolé d'entendre ça, Alicia, ai-je dit, et je le pensais. J'étais triste pour les enfants. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Menteur, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai dit que quelqu'un était dans mes fichiers, puis tu as refusé. Étage 2 jours plus tard, ils sont partout sur Internet. Tu es le seul à avoir les compétences pour faire ça. Alicia, ai-je dit en gardant ma voix calme. Si je voulais te ruiner, je ne posterais pas des photos de toi embrassant Henderson sur un blog à potins. J'aurais envoyé tes déclarations de revenus au fisc. Ta vie amoureuse ne m'intéresse pas. Nous savons que tu es jaloux, a craché mon père. Tu as toujours été jaloux. Elle est avocate. Elle réussit. Toi, tu restes ici dans ce. Il a fait un geste de la main, luttant pour trouver une insulte. Point cet appartement loué à jouer à des jeux. Tu voulais la rabaisser. Je suis propriétaire de cet appartement, papa, ai-je dit doucement. Il m'a ignoré. Voici ce qui va se passer. Il a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa veste. Nous avons parlé à un gestionnaire de crise de relations publiques. Si nous pouvons présenter cela comme un piratage malveillant par un membre de la famille mécontent qui a des antécédents d'instabilité mentale. Je l'ai regardé fixement. Instabilité mentale? C'est le meilleur moyen, a plaidé ma mère en s'avançant. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Marcus, chéri, écoute. Alicia a une réputation à protéger. Sa carrière, c'est sa vie. Si tu admets que tu as eu un moment d'égarement, que tu étais en colère et que tu l'as piraté.
Vous voulez que j'avoue un crime que je n'ai pas commis, ai-je demandé, ma voix s'élevant. Le piratage est un crime, maman. Les lois sur le revenge porn sont réelles. Nous ne porterons pas plainte, a dit rapidement Alicia. Je dirai au cabinet de ne pas porter plainte. Nous dirons que c'était un conflit familial. Nous dirons que tu suis une thérapie. Le barreau sera indulgent avec moi si je suis la victime d'un cyberharceleur. Mais s'il semble que j'ai juste été négligente avec les données des clients, c'est fini pour moi. Je les ai regardés. J'ai regardé les trois, debout dans mon hall, complotant pour détruire ma vie afin de sauver la sienne. Ils étaient prêts à me marquer au fer rouge comme un criminel. Ils étaient prêts à me qualifier d'instable mentalement. Ils étaient prêts à incendier ma réputation, qu'ils pensaient inexistante, juste pour que la façade dorée d'Alicia ne se fissure pas. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Vous voulez que je signe une confession disant que j'ai piraté ma sœur et fait fuiter ses photos dénudées pour qu'elle puisse garder son travail? Ce ne sont pas des photos dénudées. C'est juste un baiser, a corrigé automatiquement Alicia. Et oui, c'est le seul moyen de sauver le nom de la famille. Le nom de la famille? J'ai ri. C'était un son sombre et amer. Tu veux dire ton nom. Tu as trompé ton mari, Alicia. Tu as violé le secret professionnel. C'est toi qui as fait ça. J'ai fait une erreur, a crié Alicia. Je suis humaine. Mais toi. Tu n'es rien. Tu es un fantôme. Tu n'as pas de carrière. Tu n'as pas de réputation. Si tu prends le blâme, personne ne s'en souciera. Tu peux juste déménager. Recommencer à zéro. Tu n'es rien. C'était ça. Le coup de grâce. Sortez, ai-je dit. Marcus, sois raisonnable, m'a averti mon père en s'approchant agressivement. J'ai dit, sortez, ai-je rugi. Le son a résonné contre les hauts plafonds. Sortez de ma maison avant que j'appelle la police et que je vous fasse arrêter pour violation de domicile et tentative d'extorsion. Mon père avait l'air choqué. Il ne m'avait jamais vu crier. J'étais le calme, le passif. Tu le regretteras, a sifflé Alicia, son visage déformé par la haine. Je vais te poursuivre en justice. Je le jure devant Dieu, Marcus, si tu ne m'aides pas à arranger ça, je te poursuivrai pour tout ce que tu as. Poursuis-moi, ai-je dit en ouvrant la porte. S'il te plaît. J'adorerais te voir essayer. Ils sont partis. Ma mère pleurait. Mon père jurait. Alicia tapait furieusement sur son téléphone. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Puis je me suis appuyé contre elle, mon cœur battant comme un tambour. Je suis allé directement à mon ordinateur. J'ai exporté la séquence vidéo de la caméra du couloir. J'ai sauvegardé les messages textes. J'ai sauvegardé les journaux d'appel. Puis j'ai appelé Bramwell. Elias, ai-je dit quand il a décroché. C'est Marcus. J'ai besoin de vous retenir pour une affaire personnelle. Ma sœur est sur le point de me poursuivre en justice. La sœur avocate, demanda Bramwell. Pourquoi faire? Diffamation, atteinte à la vie privée, et probablement détresse émotionnelle. L'avez-vous fait? Demanda Bramwell. Il était avocat. Il ne se souciait pas des sentiments. Il se souciait des faits. Non. Pouvons-nous le prouver? Je suis un architecte de la sécurité, Elias, ai-je dit en regardant mes moniteurs. Je peux prouver ce que je n'ai pas fait. Mais je veux faire plus que ça. Je veux découvrir qui l'a fait. Bien, a dit Bramwell. Laissez-les déposer la plainte, puis nous obtiendrons la communication des pièces. Allons à la chasse. La poursuite est arrivée 3 jours plus tard. Un huissier m'a attrapé dans le hall de mon immeuble. C'était épais. Alicia Vance contre Marcus Vance. Elle ne plaisantait pas. Elle me poursuivait pour 120 000 $ de dommages et intérêts, alléguant que j'avais accédé malicieusement à son stockage cloud privé, altéré et fabriqué des preuves numériques, et diffusé du matériel diffamatoire pour causer un préjudice professionnel. Elle demandait des dommages-intérêts pour perte de salaire, frais de thérapie et réhabilitation de sa réputation. Je me suis assis dans le bureau de Bramwell, le fauteuil en cuir grinçant alors que je bougeais. Bramwell était un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Il a feuilleté le dossier, secouant la tête. C'est bâclé, a-t-il marmonné.
Elle a rédigé ça à la hâte. Regardez cette allégation, altérée et fabriquée. Elle admet que les photos sont réelles en poursuivant pour atteinte à la vie privée, mais prétend qu'elles sont fausses pour poursuivre pour diffamation. On ne peut pas avoir les deux. Elle est désespérée. Je l'ai dit, elle essaie de jeter assez de boue contre le mur pour que le barreau suspende son enquête jusqu'à ce que le procès civil soit réglé. Eh bien, Bramwell a fermé le dossier. Elle a choisi la mauvaise cible. Marcus, j'ai besoin que vous fassiez une analyse forensique de votre propre réseau. Montrez-moi que vous ne vous êtes jamais connecté à ces appareils. Et j'ai besoin que vous trouviez la fuite. J'y suis déjà, ai-je dit. Je suis en train de suivre les métadonnées des photos divulguées sur le blog. Les données EXIF ont été effacées, mais l'horodatage du téléchargement correspond à une adresse IP spécifique. Pouvez-vous la tracer? Je l'ai fait. C'est une IP résidentielle, fournisseur Comcast, mais elle est derrière un proxy. Celui qui a fait ça n'était pas un maître hacker, mais il savait comment utiliser un VPN. Continuez à creuser, a dit Bramwell. Nous avons une date d'audience dans 3 semaines. Audience d'urgence pour une injonction préliminaire. Elle veut une ordonnance de non-publication pour vous empêcher de divulguer plus d'informations. Nous utiliserons cette audience pour mettre fin à tout ça. Les 3 semaines suivantes ont été un cauchemar. Ma famille a lancé une offensive de relations publiques complète. Ma mère a posté sur Facebook sur la trahison d'un fils. La cousine Brenda a lancé une rumeur selon laquelle j'étais un incel qui détestait les femmes. Je suis resté à l'intérieur. J'ai travaillé. Sarah est revenue de Chicago et a été mon rock. Elle m'a serré dans ses bras quand je me réveillais de cauchemars où mon père me criait dessus. Ce ne sont plus ta famille, m'a-t-elle dit un soir en me caressant les cheveux. Ce sont tes agresseurs. Tu dois arrêter de les protéger. Je ne les protège pas, ai-je dit. Si, tu le fais. Tu te retiens. Tu sais que tu pourrais les détruire avec ce que tu sais sur leurs finances, sur le jeu de papa. Mais tu ne le fais pas. Elle avait raison. J'avais encore cet instinct de les protéger. Mais à l'approche de la date du tribunal, cet instinct s'est estompé. Je me suis concentré sur les données. J'ai utilisé mes outils, ceux que j'ai construits pour traquer les hackers parrainés par l'État, pour retracer la fuite. J'ai trouvé la source. Et quand j'ai vu le nom associé à l'empreinte numérique, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un choc froid. Ce n'était pas un hacker. Ce n'était pas un étranger. J'ai appelé Bramwell immédiatement. Je l'ai, ai-je dit. Et Elias. Vous allez vouloir assigner à comparaître un homme nommé Arthur P. Miller. Qui est-ce? C'est un détective privé, ai-je dit. Et attendez d'entendre qui l'a engagé. Le matin de l'audience, il pleuvait. Une pluie grise et misérable de Seattle. J'ai mis mon plus beau costume, un costume en laine bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de mon père. J'ai conduit mon Audi, ma voiture de tous les jours, gardant la Porsche au garage pour le moment, jusqu'au palais de justice. Ma famille était là. Ils étaient assis sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience. Ma mère, mon père et Alicia. Alicia portait un tailleur blanc, ressemblant à l'image de l'innocence. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont rétrécis. Elle a scanné mon costume, ma montre. La confusion a vacillé dans ses yeux, mais elle l'a rapidement masqué. Tu peux encore arrêter ça, Marcus, a dit mon père alors que je passais. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le sol. Signe juste le papier. Admets que tu étais en colère. On peut faire disparaître la poursuite. Gardez ça pour le juge, papa, ai-je dit sans ralentir. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde. La juge Holloway présidait. Je la connaissais de réputation. Elle était dure, sans fioriture, et avait une formation en droit de la technologie. C'était bon pour moi. L'avocat d'Alicia était un type nommé Chad. Je le connaissais du lycée. Il était bruyant, agressif, et pas très brillant. Il a regardé Bramwell, une légende de la ville, avec une nervosité visible. Très bien, a dit la juge Holloway en ajustant ses lunettes. Nous sommes ici pour une injonction préliminaire et une requête en irrecevabilité. Demandeur, exposez votre cas. Chad s'est levé. Votre honneur, le défendeur, Marcus Vance,
est un individu mécontent et au chômage avec des compétences informatiques avancées. Il nourrit une profonde jalousie envers sa sœur, ma cliente. Nous avons des raisons de croire qu'il a piraté son compte cloud privé et diffusé des images intimes pour détruire sa réputation. Nous demandons une ordonnance restrictive et la remise immédiate de ses appareils électroniques. Alicia a reniflé. C'était une bonne performance. Elle a essuyé une fausse larme. La juge Holloway a regardé Bramwell. Défense. Bramwell s'est levé lentement. Il n'a pas regardé Chad. Il a regardé la juge. Votre honneur, mon client n'est pas au chômage. Il est l'actionnaire majoritaire et le directeur de la technologie d'Ether Studio, une société de logiciels évaluée à 40 millions de dollars. Le silence dans la salle était absolu. J'ai entendu ma mère halter derrière moi. La tête d'Alicia s'est relevée d'un coup. De plus, a continué Bramwell, sa voix douce comme de la soie. Monsieur Vance n'a pas piraté sa sœur. En fait, aucun piratage n'a eu lieu. Les fichiers de la plaignante n'ont pas été volés. Ils ont été interceptés sur un réseau Wi-Fi public non sécurisé par un tiers. Objection, a crié Chad. Spéculation. J'ai les journaux forensiques, a dit Bramwell en soulevant un classeur épais. Et j'ai un témoin. La juge Holloway s'est penchée en avant. Appelez votre témoin, monsieur Bramwell. La défense appelle David Vance. Alicia s'est figée. Elle s'est retournée. Les portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. David est entré. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air triste, mais il n'a pas regardé Alicia. Il s'est dirigé directement vers la barre des témoins. L'air dans la salle d'audience semblait s'être raréfié. Je pouvais entendre le bourdonnement des néons. Alicia était devenue d'une pâleur fantomatique. Elle serrait le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Mes parents, assis dans la galerie, se chuchotaient furieusement. David a prêté serment. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Je le jure, a dit David. Sa voix était stable. Bramwell s'est approché de la barre. Monsieur Vance, vous êtes le mari de la plaignante, Alicia Vance. C'est exact? Bientôt ex-mari, a corrigé David. Mais oui. Monsieur Vance, étiez-vous au courant de la fuite des fichiers privés de votre femme? Oui. Les avez-vous fait fuiter? Non, a dit David. Je ne les ai pas fait fuiter sur le blog, mais je suis la raison pour laquelle ils existent. Pouvez-vous expliquer? David a pris une inspiration. Il m'a regardé une fraction de seconde, un regard d'excuse avant de tourner son regard vers la juge. Je soupçonnais Alicia d'avoir une liaison depuis des mois, a dit David. Elle travaillait toujours tard. Elle était froide. Elle cachait son téléphone. Je lui ai posé des questions et elle m'a traité de paranoïaque. Elle m'a dit que j'étais fou. Elle m'a manipulé. Il a fait une pause. Alors, il y a 2 mois, j'ai engagé un détective privé. Monsieur Arthur Miller. Bramwell a hoché la tête. Et qu'a découvert Monsieur Miller? Il l'a suivi, a dit David. Il l'a suivi au Ritz-Carlton à 3 reprises. Il l'a vu rencontrer Graham Henderson. Alicia a laissé échapper un sanglot étranglé. David, s'il te plaît. À l'ordre, a claqué la juge Holloway en frappant son marteau. David a continué, sa voix se durcissant. Monsieur Miller est méticuleux. Il est spécialisé dans la surveillance numérique. Il s'est assis dans le hall du Ritz-Carlton. Apparemment, Alicia utilisait le Wi-Fi des clients de l'hôtel pour envoyer des messages à Henderson. Elle n'a pas utilisé de VPN. Elle n'a pas utilisé de cryptage. Miller a utilisé un analyseur de paquets, un outil standard, pour intercepter le trafic sur le réseau ouvert. J'ai regardé Alicia. Elle était avocate. Elle savait ce que cela signifiait. Elle n'avait pas été piratée par un super méchant génial dans une pièce sombre. Elle s'était fait prendre parce qu'elle était trop paresseuse pour éteindre son Wi-Fi en textant son amant dans le hall d'un hôtel. Il a intercepté les photos, a demandé Bramwell. Oui, et les textos. Il me les a envoyés comme preuve d'infidélité pour la procédure de divorce. Alors, comment se sont-ils retrouvés sur le blog, a demandé Bramwell. C'était mon erreur, a admis David. J'ai laissé le fichier ouvert sur notre ordinateur familial.
J'étais désemparé. Je buvais. J'ai envoyé le fichier à mon avocat de divorce, mais je pense que je l'ai peut-être transféré à une adresse email qui ressemblait à une ligne de dénonciation juridique. Ou peut-être que M. Miller l'a fait pour faire pression sur Henderson. Je ne sais pas avec certitude qui a cliqué sur envoyer au blog, mais je sais avec certitude que Marcus n'a rien à voir avec ça. Bramwell s'est tourné vers la juge. Votre honneur, nous avons l'affidavit de M. Miller confirmant qu'il a intercepté les données via une interception Wi-Fi publique, ce qui, bien que légalement ambigu pour lui, prouve définitivement que le piratage ne provient pas de mon client. De plus, la plaignante, Madame Vance, est avocate. Elle connaît ou devrait connaître les risques des réseaux non sécurisés. Blâmer son frère, le poursuivre pour dommages et intérêts, et le traîner en justice n'est pas seulement une erreur. C'est une poursuite abusive. Bramwell s'est tourné vers Alicia. Madame Vance savait qu'elle avait été négligente. Elle savait qu'elle s'était fait prendre. Elle avait besoin d'un bouc émissaire à présenter à son cabinet pour ne pas paraître incompétente. Alors, elle a choisi le frère qu'elle a harcelé toute sa vie. C'est un mensonge, a hurlé Alicia en se levant. Il ment. David ment pour me faire du mal parce que je le quitte. Asseyez-vous, maître, a aboyé la juge Holloway. Ses yeux flamboyaient. Bramwell n'avait pas fini. Votre honneur, j'ai aussi ceci. Il a sorti une clé USB. Ceci est un enregistrement du système de sécurité de la maison de M. Marcus Vance daté d'il y a 3 semaines. Il montre la plaignante et ses parents tentant de contraindre mon client à signer une fausse confession. Chad, l'avocat d'Alicia, avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Objection. Nous n'avons pas vu cette preuve. Elle a été soumise à la communication des pièces ce matin, a dit froidement Bramwell. Passez-la. Le grand écran de la salle d'audience s'est animé. L'audio était net. La voix d'Alicia a rempli la pièce. Point s'il semble que j'ai juste été négligente avec les données des clients, c'est fini pour moi. Point tu n'es rien. Tu es un fantôme. Si tu prends le blâme, personne ne s'en souciera. La voix de mon père. Signe juste le papier. Admets que tu étais en colère. La salle d'audience était silencieuse. La vidéo s'est terminée. La juge Holloway a enlevé ses lunettes. Elle a regardé Alicia avec une expression de pur dégoût. Madame Vance, a dit la juge, sa voix dangereusement calme. Avez-vous juste essayé d'utiliser ce tribunal comme une arme pour couvrir votre propre négligence professionnelle et votre infidélité? Alicia tremblait. Elle ne pouvait pas parler. Et la juge a continué, en regardant les parents. Vous avez tenté de suborner un parjure. Vous avez essayé de faire chanter votre propre fils pour qu'il avoue un crime. Chad s'est levé. Votre honneur, ma cliente demande une suspension d'audience. Refusé, a claqué la juge Holloway. Cette affaire est rejetée avec préjudice. Mais je n'ai pas fini. Elle s'est tournée vers le sténographe du tribunal. Je veux qu'une transcription de ces débats soit envoyée immédiatement au barreau de l'État. Madame Vance, vous avez admis sur bande que vous avez conspiré pour accuser un homme innocent d'un cybercrime. Vous avez déposé une plainte futile dans ma salle d'audience basée sur un parjure. Votre honneur, s'il vous plaît, a sangloté Alicia. Ma carrière. C'est tout ce que j'ai. Vous auriez dû y penser avant d'utiliser la loi comme un jouet, a dit la juge Holloway. Je vous sanctionne pour le montant total des frais de justice du défendeur. Vous paierez les frais d'avocat de M. Vance, et je réfère cette affaire au procureur pour d'éventuelles poursuites pénales concernant la tentative d'extorsion. Elle a frappé le marteau. Le son était comme un coup de feu. Sortez de ma salle d'audience. C'était fini. Je me suis levé. Je me sentais léger, en apesanteur. Alicia s'est effondrée sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. David s'est levé et est sorti sans se retourner. Mes parents étaient figés. Mon père m'a regardé, le visage pâle. Il a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour crier, peut-être pour supplier. Je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je leur ai tourné le dos et j'ai serré la main de Bramwell. Bon travail, Elias, ai-je dit. Avec plaisir, a-t-il souri. Cette vidéo était le clou dans le cercueil. Mais le mari, c'était le marteau. Je suis sorti de la salle d'audience. En poussant les lourdes portes en chêne, j'ai entendu Alicia gémir.
Ce n'était pas un son triste. C'était le son d'une enfant gâtée à qui on avait enfin dit non. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était froid, mais je sentais une chaleur se répandre dans ma poitrine. C'était la chaleur de la justification. Je me suis dirigé vers les ascenseurs. Je voulais juste aller à ma voiture, conduire chez Sarah et commander cette pizza deep dish. Mais bien sûr, la rupture n'allait pas être si nette. Marcus. Marcus, attends. C'était ma mère. Elle courait dans le couloir, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. Mon père la suivait, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Je n'ai rien dit. Je les ai juste regardés. Marcus, a halté ma mère en me rattrapant. Elle a tendu la main pour attraper mon bras, mais j'ai fait un pas en arrière. Elle a tressailli. Marcus, tu dois arranger ça. Je l'ai regardé fixement. Arranger quoi? Ta sœur, a-t-elle pleuré? Tu as entendu la juge? Elle va être radiée. Elle va perdre sa licence et l'argent. Elle doit payer tes frais de justice. Comment va-t-elle se le permettre? David la quitte. Cela ressemble à une série de problèmes qu'Alicia s'est créée elle-même, ai-je dit. Comment peux-tu être si froid, a exigé mon père, retrouvant sa voix. Elle est de ta chair et de ton sang. Tu l'as détruite. Tu as apporté cette vidéo au tribunal. Tu nous as humiliés. J'ai dit la vérité, ai-je dit. Vous vouliez que je mente. Vous vouliez que je sois un criminel, vous vous souvenez? Vous étiez dans ma maison et vous m'avez dit que je n'étais rien, donc ça n'aurait pas d'importance si je prenais le blâme. Nous étions désespérés, a sangloté ma mère. Nous essayions de protéger la famille. Non, ai-je dit, ma voix dure. Vous essayez de protéger Alicia parce qu'Alicia est votre trophée et que je suis votre poubelle. Vous jetez tout ce dont vous ne voulez pas vous occuper sur moi. Mais la poubelle est pleine, maman. J'en ai fini. Nous sommes tes parents, a-t-elle gémi. Nous t'avons élevé. Vous m'avez logé, ai-je corrigé. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez toléré. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. La flèche s'est allumée. Marcus, a dit mon père, son ton changeant. Il essayait d'être autoritaire. Le patriarche à nouveau. Écoute-moi. Tu as de l'argent. Nous avons entendu l'avocat. Tu as des millions. Est-ce que c'est vrai? J'ai ri. Bien sûr. C'était l'autre chaussure qui tombait. Oui, ai-je dit. Alors tu peux payer les frais, a-t-il dit comme si c'était évident. Tu peux payer ton propre avocat et tu peux aider Alicia à s'installer. Elle aura besoin d'un appartement si David la met à la porte. Tu nous dois bien ça pour l'humiliation que tu as causée aujourd'hui. Je l'ai regardé avec une curiosité sincère. Est-ce que tu t'entends vraiment? Tu as essayé de me faire accuser d'un crime il y a 1 heure et maintenant tu demandes la charité. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Marcus, a crié ma mère. Si tu pars maintenant, n'ose pas revenir. Tu es banni de cette famille. J'ai maintenu le bouton de fermeture des portes. Maman, ai-je dit en la regardant dans les yeux alors que les portes se fermaient. J'ai quitté cette famille il y a 3 semaines. Vous ne l'avez juste pas remarqué. Les portes se sont fermées, coupant son visage hurlant. J'ai descendu l'ascenseur jusqu'au parking en silence. Quand je suis arrivé à ma voiture, je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant un long moment. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de la chute d'adrénaline. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un texto de Sarah. Comment ça s'est passé? J'ai tapé en retour, on a gagné. Victoire totale. Puis j'ai bloqué les numéros de mes parents. J'ai bloqué le numéro d'Alicia. J'ai bloqué la cousine Brenda. J'ai bloqué tante Maureen, juste au cas où. Je suis sorti du garage et je suis entré sous la pluie. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse juridique, mais du bon genre. La juge Holloway a tenu parole. La transcription a été envoyée au barreau. En 48 heures, la licence d'Alicia a été suspendue en attendant une audience déontologique complète. Davis et Associates, son cabinet, l'a licencié publiquement. Ils ont publié une déclaration condamnant ses actions et se distanciant du scandale. Monsieur Henderson,
le client avec qui elle avait couché, a quitté le cabinet et les a poursuivis pour rupture de confidentialité. Alicia était radioactive. David a agi vite. Il a demandé le divorce, invoquant l'adultère en raison des preuves claires, des photos et des textos. Il a obtenu la garde complète temporaire des enfants. Il a gardé la maison. Alicia a été forcée de déménager dans un motel parce que mes parents n'avaient ni l'espace ni l'argent pour l'héberger confortablement. Et puis est venue la facture. La juge Holloway a ordonné à Alicia de me payer 35 000 $ de frais de justice. Je savais qu'elle ne les avait pas. Ses actifs étaient gelés par le divorce. Elle était au chômage. Bramwell m'a appelé une semaine après le jugement. Alors, a dit Bramwell, nous pouvons saisir ses futurs salaires si elle trouve un jour un emploi ou nous pouvons mettre une hypothèque sur sa voiture. Oubliez l'argent, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin. Mais assurez-vous que le jugement reste sur son dossier. Je veux qu'elle le voie chaque fois qu'elle essaiera de demander une carte de crédit. Vous êtes un client difficile, Marcus, Harry Bramwell. J'apprends, ai-je dit. La vie a commencé à se calmer avec le bruit toxique de ma famille disparue. Je me sentais plus léger. Mon entreprise, Ether Studio, a lancé notre jeu à l'échelle mondiale. Il a atteint le sommet des classements Steam en 24 heures. J'ai acheté la Porsche, une 911 Turbo S bleu profond, non pas parce que j'avais besoin de me montrer, mais parce que j'en voulais une depuis que j'avais 16 ans, et je me suis enfin permis d'avoir de belles choses sans me sentir coupable. Je pensais être complètement libre. Mais l'univers a une drôle de façon de vous tester une dernière fois. Environ 2 mois après le procès, j'étais dans un café du centre-ville pour rencontrer un investisseur potentiel. Je portais un sweat à capuche et un jean, mon uniforme, mais j'avais garé la Porsche juste devant. J'ai vu une femme travailler derrière le comptoir. Elle portait un tablier vert et une visière. Elle avait l'air épuisée. C'était Alicia. Elle essuyait la machine à expresso. Elle avait l'air plus âgée. L'arrogance avait disparu de sa posture. Elle avait l'air brisée. Elle a levé les yeux et m'a vu. Elle s'est figée. Je me suis figé aussi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait crier. J'ai cru qu'elle allait me jeter une tasse, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé. Puis elle a regardé par la fenêtre la Porsche, puis à nouveau moi. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux. Juste une honte profonde et écrasante. J'aurais pu m'approcher du comptoir. J'aurais pu commander un café et la faire me servir. J'aurais pu lui donner 100 $ de pourboire juste pour être cruel. Mais j'ai réalisé que je m'en fichais. La colère était partie. Le besoin de vengeance était parti. Je me suis retourné et je suis sorti du café sans commander. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'étais enfin le protagoniste de ma propre vie, pas le personnage secondaire de la sienne. Le temps a une drôle de façon de bouger quand on supprime la source de sa douleur. Il s'accélère. Pendant 31 ans, ma vie a semblé coincée dans une boucle de recherche de validation et de rejet. Mais dans les 12 mois qui ont suivi le procès, ma vie a avancé à la vitesse de la lumière. Ether Studio n'était pas seulement un succès. C'est devenu un phénomène culturel. Notre jeu phare, Echo of the Void, a remporté le prix du jeu de l'année. Je suis passé de propriétaire fantôme à être en couverture du magazine We Read. Le titre disait « Le gamer qui a battu le système ». Comment Marcus Vance a bâti un empire depuis sa chambre. Cette couverture de magazine a été le dernier clou dans le cercueil de mon anonymat. Et inévitablement, ce fut le phare qui a ramené les papillons de nuit vers la flamme. C'était 3 semaines avant mon mariage avec Sarah. Nous ne faisions rien de trop extravagant. Pas de château ni de gâteau à 10 étages, mais nous organisions la cérémonie dans un vignoble privé de la Napa Valley. C'était intime, cher et strictement sur invitation. J'étais dans mon bureau en train de revoir les protocoles de sécurité pour l'événement. Oui, j'ai engagé une sécurité privée pour mon propre mariage. Le traumatisme rend prudent. Quand mon assistant Léo est entré, il avait l'air mal à l'aise. Marcus, a dit Léo en tenant une enveloppe épaisse. Ceci est arrivé par coursier. Il a contourné le contrôle du courrier car il était marqué et document juridique, mais il ne vient pas d'un cabinet d'avocats. J'ai pris l'enveloppe. C'était du papier cartonné couleur crème. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était la calligraphie de ma mère.
La même écriture qu'elle utilisait pour écrire ses cartes de Noël passives-agressives détaillant les réalisations d'Alicia tout en m'omettant. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais dû la déchiqueter. Mais la curiosité est une chose dangereuse. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de poursuite. C'était une lettre et une photo. La photo était de moi, à 7 ans, assis sur un vélo. Mon père tenait l'arrière de la selle. C'était l'un des rares souvenirs heureux que j'avais. J'ai déplié la lettre. Mon très cher fils, j'ai vu le magazine. Ton père et moi, nous sommes si fiers. Nous avons toujours su que tu étais spécial. Nous avons toujours su que ton génie avait juste besoin de temps pour s'épanouir. Nous avons beaucoup réfléchi depuis le malentendu au tribunal. Nous avons réalisé que nous avons fait des erreurs. Nous étions sous une telle pression avec Alicia. Tu dois comprendre, les parents perdent parfois leur chemin quand ils essaient de protéger leurs enfants. Mais nous n'avons jamais cessé de t'aimer. Nous avons appris par tante Maureen que tu allais te marier. Un mariage est un moment pour la famille, un temps pour le pardon. S'il te plaît, Marcus, ne commence pas ce nouveau chapitre sans ta mère et ton père. Nous sommes vieux. Nous sommes fatigués. Laisse-nous faire partie de ta joie. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons juste retrouver notre fils. Amour, maman et papa. Je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Cette vieille programmation au fond de mon cerveau a murmuré, ce sont tes parents. Ils sont vieux. Peut-être qu'ils ont vraiment changé. Mais la deuxième fois que je l'ai lu, j'ai vu la manipulation. Le malentendu au tribunal. Ils n'ont pas appelé ça parjure. Ils n'ont pas appelé ça extorsion. Ils ont appelé ça un malentendu. Nous avons toujours su que tu étais spécial. Un mensonge. Ils m'ont traité de perdant pendant une décennie. Nous ne voulons pas d'argent. C'était le plus gros indice. S'ils doivent dire qu'ils ne veulent pas d'argent, ils veulent certainement de l'argent. J'ai jeté la lettre sur mon bureau. Léo, ai-je dit. Oui, patron. Ajoutez 2 gardes de plus au périmètre du mariage et donnez-leur des photos de Robert et Linda Vance. S'ils se présentent, ils doivent être escortés hors de la propriété immédiatement. Pas de scène, juste partie. Léo a hoché la tête. Compris. Je pensais que c'était la fin. Mais la vraie révélation, le dernier rebondissement qui allait réécrire toute ma compréhension de mon enfance est arrivé 2 jours plus tard. Tante Maureen a demandé à me voir pour le déjeuner. Maureen était la sœur cadette de ma mère. Elle était le mouton noir avant que je ne prenne ce titre. Elle a divorcé jeune, ne s'est jamais remariée et travaillait comme bibliothécaire. Elle était la seule qui ne s'était pas jointe aux séances de dénigrement du groupe de discussion. Mais elle ne m'a jamais défendu non plus. Elle était une observatrice silencieuse. Je l'ai rencontrée dans un bistrot près de mon bureau. Elle avait l'air nerveuse. Elle serrait son sac à main comme s'il contenait des secrets d'État. « Merci de me voir, Marcus », a-t-elle dit en commandant un thé glacé. « Je sais que tu as coupé les ponts avec tout le monde. Je ne pensais pas que tu viendrais. C'est toi qui as donné à Bramwell l'enregistrement des parents essayant de me contraindre, ai-je dit. Je ne t'ai jamais remercié pour ça. Tu m'as sauvé. » Maureen a souri, un sourire triste et mince. « Je ne t'ai pas sauvé, Marcus. Tu t'es sauvé toi-même. Je t'ai juste donné l'arme. » Elle a pris une gorgée de thé, sa main tremblant légèrement. « J'ai vu l'invitation au mariage. Merci. Je serai là. Mais je voulais te donner quelque chose avant le grand jour. Un cadeau de mariage. » Elle a fouillé dans son sac et a sorti un petit journal relié en cuir. Il avait l'air vieux. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est le grand livre de ton père, » a-t-elle dit. « Ou plutôt, une copie. Je l'ai trouvé quand je les aidais à déménager le mois dernier. Ils vendent la maison, Marcus. Ils sont fauchés. »« Je m'en doutais, » ai-je dit. Entre les frais de justice et Alicia au chômage, ils doivent perdre de l'argent. « Ce ne sont pas seulement les frais de justice, » a dit Maureen, ses yeux fixés sur les miens. Intense et sérieux. « Marcus, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Alicia, sur Henderson, sur pourquoi tes parents étaient si désespérés de couvrir cette liaison. » J'ai froncé les sourcils. Alicia trompait son mari. Elle voulait un sugar daddy. Ce n'est pas compliqué.
Ce n'était pas seulement Alicia, a murmuré Maureen. C'était ton père. J'ai ouvert le grand livre. C'était une liste de prêts et d'investissements, de mauvais investissements, de retournements immobiliers ratés, de dettes de jeu. Et là, sur la dernière page, il y avait un nom, Graham Henderson. À côté, il y avait un chiffre, 150 000 $. Ton père a emprunté de l'argent à Henderson il y a 3 ans, a expliqué Maureen. Il voulait investir dans un projet de condo qui s'est avéré être une pyramide de Ponzi. Il a tout perdu. Henderson est un requin. Il allait réclamer le prêt. Il allait prendre la maison, les voitures, tout. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que ça a à voir avec Alicia? Réfléchis, Marcus, a dit Maureen, sa voix baissant. Alicia était une collaboratrice junior. Henderson était un client. Ton père. Il a encouragé Alicia à prendre le compte Henderson. Il l'a poussée. Il lui a dit d'être gentil avec lui. Il lui a dit que si elle gardait Henderson heureux, peut-être que la dette disparaîtrait, ou du moins qu'il serait indulgent. Mon estomac s'est retourné. J'avais l'impression que j'allais être malade. Es-tu en train de dire? Je n'ai même pas pu finir la phrase. Je dis qu'ils l'ont prostituée, a dit Maureen sans détour. Peut-être pas explicitement. Ils n'ont pas signé de contrat. Mais la pression, les commentaires. Sois charmante, Alicia. Porte cette robe rouge, Alicia. M. Henderson est la clé de notre avenir, Alicia. Ils l'ont préparée à être sa maîtresse pour que ton père ne perde pas tout. Je me suis assis, le bistrot tournant autour de moi. Soudain, Alicia n'était plus seulement la méchante. Elle était toujours une narcissique, oui. Elle était toujours cruelle envers moi. Mais elle était aussi un produit. Un produit fabriqué par Robert et Linda Vance pour être vendu au plus offrant. C'est pour ça qu'ils étaient si terrifiés par la fuite, ai-je réalisé. Pas seulement à cause de sa carrière, mais parce que si Henderson était exposé, il pourrait riposter et réclamer la dette immédiatement. Ils ne protégeaient pas la réputation d'Alicia. Ils protégeaient leur propre survie financière. Exactement, a dit Maureen. Et quand la fuite s'est produite, ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Toi. Si tu prenais le blâme, Henderson restait anonyme, Alicia gardait son travail, et l'arrangement continuait. J'ai fermé les yeux. C'était plus sombre que je ne l'avais jamais imaginé. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé. Parce que, Maureen a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Je te vois t'accrocher à ce dernier petit peu de culpabilité. Cette petite voix qui demande si tu as été trop dur avec eux. Je voulais que tu saches la vérité pour que tu puisses marcher jusqu'à l'autel avec un cœur pur. Tu ne les as pas abandonnés, Marcus. Tu t'es échappé d'un immeuble en feu. J'ai regardé le grand livre une dernière fois. Puis j'ai regardé Maureen. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Cette culpabilité persistante, ce minuscule lambeau de piété filiale qui m'avait fait hésiter en lisant leurs lettres, s'est évaporé. Il avait disparu. Je me suis levé. J'ai un mariage où aller. Le jour du mariage était parfait. Le temps n'a pas été frais et doré. Le vignoble était luxuriant. Sarah ressemblait à un ange dans sa robe. Mais la plus belle partie de la cérémonie n'était pas les fleurs ou la musique. C'était le plan de table. La première rangée du côté du marié, habituellement réservée aux parents, était vide de Vance. À la place, assise là se trouvait tante Maureen. À côté d'elle, Léo, mon assistant. À côté de lui, Bramwell, mon avocat, qui était devenu un mentor. Et remplissant le reste des rangées se trouvaient mes amis, mes développeurs, mon équipe. Des gens qui me respectaient, des gens qui ne voulaient rien de moi d'autre que mon amitié. Quand l'officiant a demandé « Qui présente cette femme ?» et que le père de Sarah s'est levé, rayonnant de fierté, je n'ai pas ressenti une pointe de perte pour mon propre père. J'ai ressenti du soulagement. Pendant la réception, j'ai fait un discours. Je me suis levé avec une coupe de champagne, regardant la mère de visage. On dit qu'on ne peut pas choisir sa famille, ai-je dit dans le microphone. Sarah a serré ma main. Mais je ne suis pas d'accord. La biologie n'est qu'une suggestion. La famille, ce sont les gens qui sont là pour vous quand vous n'avez rien à offrir d'autre que vous-même. La famille, ce sont les gens qui vous défendent quand vous n'êtes pas dans la pièce. En regardant autour de moi ce soir,
je réalise que je suis l'homme le plus riche du monde. Et ça n'a rien à voir avec le cours de l'action de mon entreprise. Des acclamations ont éclaté. J'ai vu tante Maureen essuyer une larme. J'ai dansé avec Sarah jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Nous avons ri. Nous avons bu. Nous avons célébré. À un moment donné, tard dans la soirée, l'un des gardes de sécurité s'est approché de moi. Il s'est penché et a murmuré, « Monsieur Vance, juste pour que vous sachiez, un couple plus âgé dans une Honda Accord a essayé d'entrer par le portail principal il y a environ 20 minutes, prétendant être vos parents. Je n'ai pas arrêté de me balancer au rythme de la musique. Nous leur avons montré les photos que vous avez fournies. Nous leur avons dit que c'était un événement privé et qu'ils n'étaient pas sur la liste. Ils ont argumenté pendant 1 minute, ont essayé de nous donner une lettre. Nous l'avons refusé. Sont-ils partis? Oui, monsieur. Ils ont fait demi-tour et sont partis. Bien, ai-je dit. Merci. Je me suis retourné vers Sarah. Elle m'a regardé, une question dans les yeux. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je souri en la serrant contre moi. Juste un petit problème. C'est corrigé. J'étais assis dans la chambre de bébé, berçant ma fille de 3 mois, Émilie, pour l'endormir. La pièce était peinte d'un jaune doux. La seule lumière provenait d'une lampe tamisée dans le coin. Il était 3 heures du matin. J'étais épuisé. Ma chemise était tachée de régurgitation. Je n'avais pas dormi plus de 4 heures d'affilée depuis des semaines, et j'étais plus heureux que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai baissé les yeux sur le visage endormi d'Émilie. Elle était si petite, si dépendante. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé au cycle. Pendant des générations, le traumatisme avait circulé dans ma famille comme une maladie héréditaire. Mon père était dur avec moi parce que son père était dur avec lui. Il m'a utilisé parce qu'il sentait que le monde l'utilisait. Il a sacrifié sa fille parce qu'il ne pouvait pas sacrifier son ego. J'ai regardé la petite main d'Émilie, agrippant mon doigt. Ça s'arrête avec nous, lui ai-je murmuré. Ça se termine ici. Je ne lui demanderai jamais d'être une enfant chérie. Je ne ferai jamais d'elle un bouc émissaire. Si elle voulait être avocate, super. Si elle voulait être une gameuse, super. Si elle voulait être une artiste, super. Mon travail n'était pas de la modeler en un trophée. Mon travail était de l'aider à devenir celle qu'elle était censée être. J'avais gardé un œil sur eux à distance, juste assez pour savoir que j'étais en sécurité. Alicia n'a jamais récupéré sa licence. Le barreau voit d'un mauvais œil le parjure et l'incrimination de personnes innocentes. Elle a travaillé dans ce café pendant 6 mois, puis a déménagé dans un autre état. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme parajuriste, une secrétaire glorifiée dans un cabinet d'avocats douteux spécialisé dans les dommages corporels au Nevada. Elle vivait dans un studio. Elle voyait ses enfants un week-end sur 2, sous surveillance. C'était une chute difficile, mais parfois il faut toucher le fond pour réaliser que l'échelle que l'on grimpait était appuyée contre le mauvais mur. Peut-être, juste peut-être, qu'elle apprenait l'humilité. Mais je n'allais pas rester pour le découvrir. Mes parents ont vendu la maison. Ils ont déménagé dans un petit condo dans une communauté de retraités. Sans la carrière flamboyante d'Alicia pour se vanter, et sans mon échec pour se plaindre, ils ont perdu leur monnaie sociale. Leurs amis se sont éloignés. Ils n'étaient que 2 vieilles personnes amères assises dans une petite pièce se demandant pourquoi leurs enfants n'appelaient jamais. Ils avaient tout misé sur l'enfant chéri et avaient perdu. Ils avaient rejeté le bouc émissaire pour le voir devenir le roi. La justice poétique n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, c'est juste la réalisation silencieuse et lente que vous êtes seul à cause de vos propres choix. J'ai mis Émilie dans son berceau. Elle a soupiré dans son sommeil. Je suis sorti sur le balcon où Sarah attendait avec 2 verres de vin. Nous avons regardé les lumières de la ville. Elle dort, a demandé Sarah. Comme une bûche. Tu es un bon père, Marcus, a dit Sarah en posant sa tête sur mon épaule. J'essaie, ai-je dit. J'ai un manuel détaillé de ce qu'il ne faut pas faire grâce à Robert et Linda. Sarah a ri. Tu vois, ils ont servi à quelque chose après tout. Nous sommes restés là en silence pendant un moment. Est-ce qu'il te manque parfois, a demandé Sarah. Pas les abus, mais juste avoir une famille. Il ne me manque pas, ai-je dit. Honnêtement, je les pleure. Je pleure les parents que j'aurais dû avoir.
Je pleure la relation frère-sœur qu'Alicia et moi aurions pu avoir s'ils ne nous avaient pas montés l'un contre l'autre. Mais les personnes qu'ils étaient réellement ne me manquent pas. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai réalisé quelque chose, ai-je continué. Le pardon, ce n'est pas de les laisser revenir. C'est de laisser tomber l'espoir que le passé aurait pu être différent. J'ai accepté. Ils sont ce qu'ils sont. Et je suis ce que je suis. Et qui es-tu, a taquiné Sarah. Je suis Marcus, ai-je dit. Je suis un mari. Je suis un père. Je suis un PDG. Et ouais, je suis un gamer. J'ai souri. Et j'ai finalement gagné la partie. Cette histoire n'était pas seulement une affaire de procès ou de querelle familiale. C'était une dissection d'une dynamique familiale très spécifique et très toxique que des millions de personnes affrontent chaque jour, l'enfant chéri et le bouc émissaire. Voici les points clés que je veux que vous reteniez. Non est une phrase complète. Vous ne devez pas à votre famille votre temps, votre argent ou votre santé mentale simplement parce que vous partagez de l'ADN. Lorsque des membres de votre famille toxique exigent votre aide après vous avoir manqué de respect, vous avez tout à fait le droit de poser une limite. Le succès est la meilleure des vengeances. Marcus n'a pas crié ni combattu physiquement. Il a simplement construit une vie si grande et si réussie que leurs insultes ne pouvaient plus l'atteindre. Ne perdez pas d'énergie à essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Dépensez cette énergie à vous prouver que vous avez raison. Le mythe de la famille. On nous apprend que la famille, c'est tout. Mais comme l'a dit Marcus, la biologie n'est qu'une suggestion. La vraie famille, ce sont les gens qui vous respectent, vous soutiennent et vous aiment sans condition. Si votre famille biologique vous fait du mal, vous avez le droit d'en construire une nouvelle. Documentez tout. D'un point de vue pratique, Marcus a gagné parce qu'il a gardé des preuves. Dans tout conflit, surtout avec des personnes manipulatrices, les faits sont votre bouclier. Gardez les textos. Sauvegardez les emails. Enregistrez les appels si c'est légal. La vérité ne triomphe que si vous pouvez la prouver. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été le bouc émissaire de votre famille pendant qu'un frère ou une sœur était traité comme un roi? Comment avez-vous géré la situation? Vous êtes-vous libéré comme Marcus? Ou êtes-vous toujours en train de mener cette bataille? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire ou tapez simplement un bien si vous êtes d'accord que les membres de la famille toxique ne méritent pas une place à votre table. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous êtes le protagoniste de votre propre vie. Ne laissez personne d'autre écrire votre scénario.